Très bien. Donc c'est un travail qui s'est fait dans le cadre du CNIS, hein, donc c'est le Conseil national de l'information statistique, hein, qui assure la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Donc c'est assez classique, hein, la rénovation précédente se faisait aussi dans ce cadre-là. Et puis comme on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement c'est important, je pense que il n'y a pas que l'INSEE qui réfléchisse à cette nomenclature, c'est vraiment un outil partagé. Voilà. Donc les objectifs du groupe de travail, donc c'était de rendre plus visible ou plus lisible la nomenclature, hein, rappeler l'originalité de ses principes, et puis l'articulation avec les autres nomenclatures existantes, étendre les usages possibles en corrigeant les faiblesses et comblant les manques, et faciliter sa production et son utilisation en simplifiant le codage et en améliorant la documentation. Donc on retombe un peu bien sur ce qu'a dit Anton sur l'organisation. Donc après la mission état des lieux qu'Anton vous a présenté, il y a eu un travail en sous-groupe qui correspondent à ces objectifs, hein, un sous-groupe sur le codage, sur le niveau fin, sur les agrégats on va dire complémentaires et sur la documentation qui correspond au site internet. Donc le tout a été piloté par Thomas Amossé, et puis selon les sous-groupes, il y avait aussi d'autres pilotes. Hein, donc je ne vais pas tous les citer, si vous arrivez à les lire, tant mieux. Voilà, donc il y a un mélange de chercheurs, de statisticiens de la stat publique. Voilà. Et au total, il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé à ce travail. Donc des producteurs, des méthodologues et experts du codage, des spécialistes des professions, des chercheurs experts de la statistique sociale, des producteurs, diffuseurs et utilisateurs de la nomenclature. Le principe de fonctionnement, il était assez singulier pour un groupe de travail du CNIS, et en tout cas assez différent de la rénovation précédente qui s'était fait vraiment en plusieurs étapes. On a d'abord rénové la nomenclature, puis après on s'est posé la question de comment la mettre en œuvre. Là, on a vraiment voulu sur la nomenclature interagir tout au cours du travail sur à la fois l'évolution de la nomenclature et puis les conditions pratiques de sa mise en œuvre. Donc les deux sous-groupes, niveau fin et codage, ils ont vraiment travaillé main dans la main, je dirais. Voilà. Et donc du coup, ça nécessite effectivement que l'INSEE a été très impliqué dans le projet tout au long de cette phase de réflexion. Et on a à la fois du coup un groupe de travail où il y avait à la fois de la consultation d'acteurs, bah, notamment dans la première partie, et puis des travaux statistiques assez précis. Donc avec une portée du coup relativement opérationnelle à tous ces travaux. Sur la conduite du projet, donc il y avait des réunions mensuelles de chaque sous-groupe, plus des concertations ponctuelles. Il y avait 3 réunions plénières au début, au milieu et à la fin du groupe de travail, donc pour assurer la publicité des différents travaux. Elles étaient très largement ouvertes, ces réunions plénières. Voilà. Après, au sein du CNIS, il y a eu plusieurs phases de présentation, et notamment la dernière en octobre au bureau du CNIS avec une présentation du rapport final qui du coup a été acté et donc qui devrait être publié d'ici la fin de l'année 2019. Donc il sera sur le site internet du CNIS, tout comme le rapport état des lieux. Donc si vous tapez sur internet rénovation de la PCS CNIS, et vous tomberez sur une page où vous avez aussi les comptes rendus des réunions, les documents qui ont été présentés lors des réunions, enfin en tout cas des réunions plénières. Voilà. J'en viens aux principales recommandations. Donc le rapport il est assez conséquent, hein, donc je ne vais pas forcément tout raconter dans le détail. Mais en tout cas, comme il y a une portée assez opérationnelle, dans sa synthèse, il y a 16 propositions qui sont faites, qu'on peut regrouper sur 4 gros thèmes. Donc la nomenclature actualisée, hein, donc, avec comme idée principale que les groupes et les catégories sociales, donc les 2 premiers chiffres, restent inchangés, hein, comme Anton l'avait précisé, c'était assez important, avec des intitulés qui sont quand même mis à jour, et puis un travail quand même assez conséquent sur le niveau détaillé. Une deuxième partie qui s'occupe plutôt des catégorisations complémentaires, hein, donc une qui s'appelle classe d'emploi, l'autre PCS ménage, donc je reviendrai dessus. Et, donc là l'idée c'est plutôt de mettre à disposition un bouquet de grilles d'analyse de la société. Une troisième partie sur le codage,
et puis donc le rendre plus robuste, plus simple, et puis permettre d'autres possibilités d'analyse. Et une quatrième partie autour du site internet dédié. Donc la quatrième partie, comme Antoine va en reparler, je ne vais pas du tout l'évoquer, mais c'est évidemment un point central du projet, puisque c'est ce qui va mettre en lumière tous les autres travaux du GT. Donc je reviens sur la première partie, la nomenclature en elle-même. Donc des groupes et des catégories inchangées, donc ça faisait partie du mandat. Donc je ne reviens pas sur le fait qu'il y a une attente forte des utilisateurs, on peut se permettre cela si à côté de ça on offre d'autres outils, et puis sur la pertinence empirique de ces agrégats historiques, on va dire. Donc il y a eu un changement notable à ce niveau-là, c'est la fusion des catégories de CS agricoles. Les CS, celles qui partaient sur la GS1, là. Notamment, il y avait une ventilation en 3 selon la taille de l'exploitation. Donc à la fois, de toute façon, cette catégorie-là est relativement petite désormais, et puis c'était très coûteux de collecter cette information-là. Elle était souvent de mauvaise qualité, et de toute façon elle était souvent pas collectée, puisque la plupart du temps maintenant les agriculteurs sont retraités, et donc ou quand on parle de la cesse des parents, c'est quand même difficile de demander aux enfants la taille de l'exploitation de la cesse de leurs parents. Enfin bref, au final, qui plus est, en plus, la taille d'exploitation n'était pas forcément un bon indicateur de la position sociale de l'agriculteur. Voilà. Et on a également reformulé certains intitulés, notamment au niveau des catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'était des catégories dont les titres ont été mis en place en 82, et donc depuis maintenant quelques décennies, là, la composition interne de ces catégories socio-professionnelles a fortement évolué, et ces titres ne rendent plus compte du rapport de force à l'intérieur. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est la CES 53 qui s'appelait avant policier militaire. Là, donc on a précisé que c'était aussi pompiers et agents de sécurité privée. C'est surtout en fait la partie agent de sécurité privée qui s'est fortement développée dans cette CS, et on perd cet aspect-là si on reste sur le titre précédent. On a changé aussi toutes les CS d'ouvriers non qualifiés en ouvriers peu qualifiés, donc c'est assez symbolique, mais c'était une demande très forte des syndicats, donc c'était assez légitime, donc on l'a modifié. Donc un autre sujet qui s'est posé tout de suite, c'est la prise en compte de la féminisation, à la fois des libellés de profession, mais aussi des intitulés de rubriques. Là, pour le coup, on n'a pas du tout été... donc sur les libellés de profession, je reviendrai, on a évidemment des possibilités d'avancer, et on a fait des choses. Par contre, sur les intitulés de rubriques, on ne s'est pas emparé du sujet, on a simplement mis dans le rapport, dans les propositions, une phrase qui est de ce type-là. On demande à la statistique publique une réflexion sur la formulation inclusive de la nomenclature sans écarter le principe de l'écriture inclusive. Voilà, en fait, donc c'est à la fois un travail qui est relativement conséquent, et puis il n'y a rien du tout qui est stabilisé à ce stade sur ce sujet-là. Donc là, il y a quelques points autour de ça. Donc une circulaire du Premier ministre qui met plutôt en avant la formulation inclusive dans les textes administratifs, le rapport de l'Académie là, qui est assez récent sur la féminisation des noms de métiers, et puis des usages administratifs variés, et dont certains incluent l'écriture inclusive. Et puis le seul point qu'on met en avant dans le rapport, c'est que le fait que si on part sur l'idée d'une formulation inclusive, ça va vraiment faire des intitulés qui vont être très grands, surtout que le travail là, il a plutôt consisté à déjà rallonger les intitulés de rubriques pour les rendre plus explicites. Donc il y a un vrai sujet, et donc il y aura encore du travail à faire là-dessus. À ce stade, dans tous les documents qui sont mis à disposition et qui seront mis à disposition, tous les intitulés de rubriques sont au masculin.
Il y avait dans dans la version PCS 2003, 4 rubriques qui étaient au féminin, on les a mis au masculin parce que c'était totalement. Enfin, c'était assistante maternelle, c'était hôtesse d'accueil, puéricultrice, je crois, et puis voilà. Donc on a mis tout au masculin en se disant que de toute façon il fallait régler la question systématiquement et pas avoir des a priori sur certaines rubriques. Sur le niveau fin, donc les 4 chiffres de la nomenclature, on a fortement retravaillé cela. Donc on aboutit à une proposition avec moins de rubriques et de taille plus homogène. On passe de 486 rubriques à 316. On a des professions mieux définies, donc sur le contenu du travail, l'environnement professionnel, le statut d'activité, et surtout un noyau clairement identifié de libellés effectivement collectés. Donc ça, c'était la force de ce travail-là, c'est qu'on s'est appuyé sur ce que les gens déclaraient comme profession dans l'enquête emploi, dans le recensement, et pour assurer une meilleure robustesse et une comparabilité de codage entre les sources. On a une représentation qui est plus équilibrée des professions majoritairement occupées par les femmes et par les hommes, et puis une plus grande comparabilité des professions publiques et privées, donc avec là où c'était possible, l'idée de mettre plus en avant la réalité des tâches et pas seulement la position administrative dans le public. On a aussi l'explicitation d'un niveau intermédiaire, donc entre la CS et les professions, donc de 126 professions regroupées. On n'a pas trouvé de titre à cet agrégat. Je pense que sa profession regroupée, ça ne va pas parler aux gens. Enfin, on peut dire un niveau 3, défini par les 3 premières positions de la nomenclature, pour compléter le bouquet des outils mis à disposition pour l'analyse du monde du travail, donc les libellés de profession, la profession, cette fameuse profession regroupée, et puis après FAP ou ROM ou ISCO détaillé sur les autres nomenclatures. Est-ce que ça c'est lisible? Non, pas top. Je vais essayer de zoomer, puis on va se débrouiller plutôt vers le bas. Donc du coup, je vais pas du tout vous détailler toute la nouvelle nomenclature. Je vais juste illustrer sur un point précis. RAT. Je vais y aller doucement. Ce qu'on a fait, un peu la logique du travail qu'on a conduit. Putain, je suis allé trop fort, je suis sûr. Bon, je ferai pas mieux que ça. Ça va? Ouais. J'ai décidé que ça allait. Donc sur le premier point, par exemple, rendre plus explicites les titres de CS. Là, donc, là, on est sur la CS 64, qui s'appelait avant les chauffeurs. Donc il y a une petite CS, donc c'est assez facile d'en parler rapidement. Donc on a changé le titre, bon, et là on n'a pas gagné en économie de place, c'est clair, mais c'est beaucoup plus explicite. Donc conducteur de véhicules de transport, chauffeur, livreur et coursier. Donc c'était pour montrer qu'il y avait quand même une diversité assez conséquente au sein de cette CS. Le fameux niveau 3, là, c'est donc la CS et une lettre. Donc là, il y en a 2 maintenant dans cette CS. Les conducteurs de véhicules de transport de personnes, la 64A, et la 64B, les conducteurs de véhicules de transport de marchandises et livreurs. Donc c'est assez clair le contenu. Et puis à l'intérieur, on a d'un côté les conducteurs de transport en commun, les transports individuels, et puis du côté des marchandises, une ventilation selon la distance, les grands routiers, les chauffeurs-livreurs, et puis les coursiers, livreurs et distributeurs à domicile. Sur les effectifs, bon, on n'a pas totalement rééquilibré les choses, mais avant, il y avait, on le voit un peu là, il y avait vraiment des toutes petites rubriques, et donc là, on a essayé de regrouper un peu pour renforcer la robustesse de l'exercice. Alors évidemment, là maintenant, encore un coup. C'était le dernier truc, ça? Ouais, c'était ça. Ouais. Du coup, j'en viens à la deuxième partie, qui est sur les agrégats complémentaires. Et donc, le premier agrégat complémentaire qui est proposé,
il s'appelle classe et sous-classe d'emploi. Donc c'est une grille de lecture actualisée de la structure du monde du travail. Donc là, on lève la contrainte de ne pas toucher la CS ni la GS pour permettre des transferts. Et du coup, avec l'idée de donner au niveau des indépendants une vision hiérarchisée pour pouvoir après les reclasser dans une structure d'emploi d'ensemble. Et puis, donc ce que je viens de dire, là, actualiser le clivage des emplois salariés selon leur niveau de qualification à partir d'une notion composite mêlant diplôme requis, niveau spécialité, position occupée, niveau de rémunération. Donc quelque chose de totalement empirique sur le reclassement des groupes. Donc, et puis rendre compte aussi à des niveaux un peu plus fins du côté des salariés, de clivage selon le contrat à durée limitée ou non, et la nature de l'employeur, public ou privé, et puis l'orientation des tâches. Alors, ouais, ok. Encore un coup? Allez, encore un coup. Donc la nomenclature, la voilà, en 2 temps au moins. Donc sur la première, donc il y a 5 niveaux agrégés. Le premier niveau agrégé, c'est les emplois indépendants, qui sont ventilés selon 4 niveaux, supérieur, intermédiaire, petit indépendant avec salarié, petit indépendant sans salarié. Et ces 4 niveaux, on peut après les inclure dans les rubriques inférieures, en ayant par exemple emploi de niveau supérieur, et où on rajouterait les emplois indépendants de niveau supérieur. Alors les emplois salariés de niveau supérieur, c'est grosso modo les cadres, les professions exactement, et puis les chefs d'entreprise de 10 salariés et plus, mais avec des transferts aussi avec le niveau intermédiaire qui, lui, correspond assez globalement aux professions intermédiaires. Et en dessous, salarié qualifié et peu qualifié, c'est la distinction entre ouvrier et employé qualifié et ouvrier et employé peu qualifié. Et donc sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, là, le travail qu'on a fait sur la CS 64, qui est généralement considérée comme une CS d'ouvrier qualifié, permet de basculer les coursiers, les distributeurs à domicile dans la partie peu qualifiée. Donc on peut, au niveau d'une CS, ce que j'ai dit là, refaire quelque chose de beaucoup plus fin que ce qui était fait habituellement sur le sujet. Je ne m'attarde pas sur après les trucs un peu plus fins entre tertiaire, technique, public, privé. C'est d'un second ordre pour moi. Donc cette grille d'analyse, elle est plus équilibrée en termes de présence des femmes sur l'ensemble du spectre social. Elle rend mieux compte de la diversité des situations en matière de vie en couple, de logement et de revenus. Donc ça, c'est des analyses a posteriori. Elle permet d'étudier la hiérarchisation des emplois indépendants. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On peut les reclasser en plus. Et puis, on peut voir aussi une fraction précaire du côté du public à chaque niveau de qualification. Donc, dans les analyses qui ont été conduites, elles confirment en creux aussi la pertinence des groupes et catégories historiques en matière d'origine sociale et de localisation géographique, en haut comme en bas. Donc, notamment sur tout ce qui est les agriculteurs, les ouvriers, les professions libérales et les chefs d'entreprise. Et donc cette classe d'emploi, elle est codable pour les actifs en emploi, les chômeurs, les retraités. Et donc c'est une analyse, c'est une grille de lecture qui est vraiment complémentaire aux agrégats historiques et puis à l'ESEG notamment pour les comparaisons internationales. Le deuxième agrégat, c'est la PCS ménage. Donc l'objectif c'était relativement simple, c'est de sortir des limites de l'utilisation de la catégorie de la personne de référence.
Elle s'appuie sur un principe d'articulation des groupes socio-professionnels des adultes d'un même ménage. Voilà, donc en fait, on prend la GS de chacun des membres d'un couple dans le cas le plus courant, et puis on les combine pour caractériser le ménage. Elle peut être utilisée de façon rétrospective sur l'ensemble des ménages. Donc rétrospective, c'est qu'on peut remonter jusqu'à 82. Donc parmi les utilisations possibles, des utilisations sur l'origine sociale des enfants, des adolescents, des travaux dont l'unité d'analyse est le logement, et puis des travaux dont la pertinence repose sur le niveau ménage, consommation, niveau de vie, et patrimoine, pratique associative ou culturelle. Bon, même principe, on va donc elle est en 7 classes au niveau le plus agrégé. Elle n'est pas construite de façon hiérarchisée, mais elle donne un résultat relativement hiérarchisé. Elle permet au niveau infra d'identifier à chaque fois les couples homogames, donc là ici cadre avec cadre, et il y a un point important, c'est le groupe 4, les ménages à dominante petite indépendant, qui est vraiment un groupe pivot qui se rapproche des groupes au-dessus pour certaines composantes, notamment le patrimoine, et sur d'autres éléments est plutôt proche des groupes en dessous. Et donc si on doit effectivement faire quelque chose d'encore plus réduit, on pourrait agréger les 3 premiers groupes comme étant les CS+, et puis en dessous 5, 6 et 7 les CS- ou les ménages populaires. Voilà, et donc en bas il y a vraiment ce qui ressort, c'est les ménages populaires où il n'y a qu'un seul membre du ménage qui est actif. Donc des positions sociales objectivées par un large ensemble de ressources, pas uniquement économiques. Donc sur le fond, c'est une classification ascendante hiérarchique. Il y a des éléments sur le diplôme, sur les ressources économiques évidemment, sur l'origine sociale des parents, sur la localisation géographique, sur les caractéristiques de résidence, être propriétaire ou locataire. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui ont concouru à faire cette nomenclature. Bien que non stratifiée par construction, c'est une grille de lecture largement hiérarchisée, donc c'est ce que je vous ai dit. Les ménages à dominant petit indépendant qui occupent une position de pivot, je l'ai dit également, et puis la singularité des ménages ne comportant qu'un actif ou retraité. Voilà, bon, la pertinence empirique est supérieure aux groupes sociaux professionnels de la personne de référence. Bon, ça c'est assez attendu, même lorsqu'on identifie cette personne comme la principale apporteuse de ressources du ménage. On en vient à la 3e partie sur le protocole de codage rénové. Ok, c'est pas top clair non plus. Donc je zoomerai après là pour regarder un peu l'exemple. Donc là, ça s'appuie sur une application de collecte de libellés en autocomplétion, en tout cas avec une collecte assistée. Donc on demande aux enquêtés ou aux enquêteurs, donc aux enquêtés quand c'est un protocole sur Internet. Ah oui, donc évidemment c'est un protocole qui marche avec un système informatisé, donc on n'est pas sur des collectes papier. Et voilà, donc c'est très simple. Le principe, c'est que l'individu il saisit les 3 premiers caractères de son libellé, ça enclenche l'ouverture de la liste de libellés fermés. Là. Donc à ce stade, on est à 5300 libellés de
profession, l'ouverture, elle est paramétrée selon que ce soit un homme ou une femme. Hein, donc on a une liste de libellés féminines et une liste de libellés masculines. Donc là, sur l'exemple là, la personne elle a tapé POL et puis on lui dit il y a 43 professions qui correspondent à votre saisie et puis on affiche les libellés de professions qui correspondent et au fur et à mesure qu'elle avance dans sa saisie, les échos se réduisent et puis elle va sélectionner dans la liste son libellé. Donc ce qui fait que on n'a pas besoin de former les enquêteurs pour leur dire tous les niveaux de précision auxquels ils doivent penser sur des cas particuliers. Il y a une espèce d'apprentissage en voyant la liste de libellés défiler et par ailleurs ça évite effectivement tous les problèmes de faute d'orthographe, des choses comme ça, puisqu'on va directement saisir un libellé qui est dans cette liste. On a aussi évidemment la possibilité de se retrouver dans le protocole précédent. Le protocole précédent c'était une saisie en clair, hein, donc c'est je clique sur je n'ai pas trouvé dans la liste et puis là on demande une saisie en clair. Donc tout ça, ça nécessite évidemment d'avoir un moteur de recherche qui est relativement intelligent pour pas prendre en compte des mots non signifiants, pour pouvoir chercher deux mots quand il y a saisi un autre mot au milieu. Enfin bon, dans la liste il y a plus de mots que ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, donc, avant, la principale difficulté qu'on avait, c'était que les gens, spontanément, ils donnaient pas une information hyper précise, ou en tout cas pas suffisamment précise pour coder la PCS au niveau le plus fin. Voilà. Donc, du coup, on avait besoin de variables annexes dans la version précédente, une dizaine. Et donc c'est la combinaison du libellé déclaré, des variables annexes qui permettait un codage. Il y avait des variables annexes qui étaient très coûteuses, notamment le secteur d'activité, hein, où il y a un taux de reprise qui est hyper fort. Donc on a beau dire que le taux de reprise du libellé de profession en lui-même c'est 3%, mais comme pour coder la profession, il faut la variable annexe, ça fait des trucs qui sont hyper compliqués. Voilà. Donc sur ce nouveau protocole, à partir du moment où on a un libellé dans la liste, on n'a plus besoin que de 3 variables annexes. Ces 3 variables annexes, c'est ce qu'on appelle le statut. Donc, on en a déjà discuté, c'est celle qui permet de distinguer les personnes à leur compte des salariés. Voilà. Donc, le groupe de travail, il propose cette formulation de questions là, pour qu'elle soit utilisable par tous dans toutes les enquêtes. Voilà, et donc avec une formulation en plus qui permet de collecter aussi la profession des retraités ou des chômeurs, hein, donc c'est êtes-vous ou étiez-vous à votre compte, salarié de la fonction publique, salarié d'un autre employeur, vous étiez un membre de votre famille. Voilà. Et après, pour un individu donné, il y a une deuxième question. Si on est chef d'entreprise, on va poser la question sur le nombre de salariés, notamment pour identifier les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés. Et puis, pour les salariés, il y a la question classique sur la position professionnelle. Bon, c'est pas la peine de tout regarder en détail, mais en gros, quand on est salarié de la fonction publique, on a besoin de savoir si on est catégorie A, B, C ou D. Et puis, quand on est dans le privé, on a besoin de savoir si c'est un ingénieur, un cadre, un technicien, un manœuvre ou un ouvrier qualifié. Voilà. Du coup, le programme de codification de la PCS, il est hyper simplifié. Enfin, j'ai juste à l'écrire. C'est une forme, ça peut s'écrire sur forme matricielle. Hein, donc, en ligne, on a nos 5300 libellés de profession bien enrichis. Hein, et puis, en colonne, on a la combinaison des variables annexes. Et puis, au croisement de la ligne et de la colonne, on a forcément un code à 4 chiffres, le code à 4 chiffres de la nomenclature. Donc c'est hyper facile à lire, hyper facile à comprendre. De cette matrice, on peut générer automatiquement un programme de codification qui peut être SICOR pour l'INSEE, mais maintenant qui peut être aussi SAS, R, Python. Donc on peut largement diffuser et s'approprier la codification de la PCS. Hein. Et donc, et le point important, c'est qu'il permettra ce protocole de coder la PCS au niveau le plus fin dans la plupart des enquêtes, puisque les variables annexes qui sont nécessaires, elles sont
à la fois, enfin le plus souvent, elles sont dans toutes les enquêtes. Hein. C'est en plus des variables souvent d'intérêt et qui sont requises. Et puis, autre point important, ça pourra servir de modèle pour d'autres programmes de codification, notamment les familles professionnelles de la DARES et puis ISCO. Ça, c'est déjà enclenché. Au niveau de l'INSEE, on va largement dissocier maintenant la codification d'ISCO de celle de la PCS. Hein. Donc, rapidement, avant, pour pouvoir coder ISCO, il fallait avoir de la PCS. Donc, même si on voulait un ISCO relativement réduit, il fallait avoir de la PCS à 4 chiffres, donc ce qui fait que ISCO n'est pas très répandu dans les enquêtes, sauf quand c'est sous contrainte européenne. Donc ça devrait évoluer. Autre point important sur ce dispositif de codage, en fait, il ouvre la porte à d'autres analyses, parce que quelque part, on a réduit le nombre de rubriques de la PCS à son niveau le plus fin. Mais finalement, la nouvelle brique élémentaire de cette nomenclature, ce sont ces libellés normalisés, ce sont ces 5300 libellés là, qu'on peut en fait réagréger à façon selon des thématiques d'études particulières. Donc là, le groupe de travail, il fait 4 propositions de nouvelle agrégation d'agrégats. Donc, quelque chose autour des professions d'enseignement, avec une analyse possible selon le corps et le type d'établissement. Quelque chose autour des professions numériques, quelque chose autour des métiers verts, hein, donc ça c'était effectivement déjà des idées qui sont venues de la phase d'études préalables hein, menées par Anton et ses collègues. Et puis un dernier agrégat appelé cadre dirigeant professionnel et expert de haut niveau, qui correspond aux positions les plus élevées dans l'organisation du travail. Hein. D'avoir quelque chose d'un peu plus réduit que les cadres notamment, et puis qui regroupe aussi les indépendants les plus élevés, et puis les cadres dirigeants du public comme du privé. Donc, comme les autres agrégats proposés par le groupe de travail, ces agrégats ont vocation à être intégrés de façon complémentaire aux catégories et groupes historiques et diffusés dans les données d'enquête. Alors j'en viens. Alors comme je l'ai dit, hein, je ne parle pas du tout du site internet, mais c'est vraiment important. Et puis donc du coup, Anton va vraiment vous préciser tout cela. À l'issue de la rénovation, donc les utilisateurs peuvent s'attendre à pouvoir disposer d'une pluralité d'outils pour analyser autour des PCS les situations professionnelles. Hein. Donc le libellé de profession, hein, donc ça c'est quelque chose qui sera accessible au pire via le CASD pour des raisons de comité de secret statistique, mais en tout cas c'est un nouvel outil de travail. Les regroupements ad hoc de libellés de profession, tels que je viens de parler, les professions regroupées de la PCS, donc ça c'est le fameux niveau 3, et puis après il y a aussi classiquement les familles professionnelles de la DARES, les FAP, et puis le niveau fin de DISCO. Et puis du côté des positions sociales, on a les groupes et catégories socio-professionnelles historiques, les EG, les classes et sous-classes d'emploi, la nouvelle agrégat qui est proposée, et puis la PCS ménage. Évidemment, tous ces éléments-là, les programmes de construction de ces nouveaux agrégats, la liste des libellés, les applications de recherche, les programmes de codification, les fonctionnalités, hein, des outils pédagogiques, des statistiques en ligne, vont alimenter le site internet dédié. Et donc ça facilitera à la fois la production et l'utilisation des données d'enquête comprenant les variables socio-professionnelles. Et j'en viens à ma conclusion qui est le calendrier de mise en œuvre. Donc il y a des propositions très concrètes du groupe de travail donc, qui devront être suivies de plans d'action du système statistique public, notamment de l'INSEE. Donc nous on a largement commencé, en fait ça s'est fait en même temps, j'ai envie de dire. Hein, donc on va démarrer dès le 1er janvier là. Donc c'est parti avec le pilote de l'enquête emploi, qui va permettre de valider les orientations prises de façon à ce que la nomenclature rénovée et les éléments qui lui sont associés hein, autour du protocole de codage puissent être implémentés dans la première édition de la nouvelle enquête emploi en 2021. Donc il y a une nouvelle enquête emploi. D'ailleurs c'était la même chose lors de la rénovation précédente. Hein, on avait adossé une rénovation à un changement d'enquête emploi.
Et là, ce qui est intéressant dans cette nouvelle enquête emploi, c'est qu'un an avant, on lance un pilote qui se fait en parallèle de l'enquête emploi historique, mais sur un énorme échantillon, enfin un gros échantillon, on a quand même 20 000 personnes, pour pouvoir étudier les ruptures de série et puis étudier notamment toute cette mise en place de la nomenclature. Et donc, une fois qu'on sera parti sur l'enquête emploi 2021, ça veut dire que les données seront disponibles au T2 2022. Ça devrait être les premières données dans la nouvelle nomenclature. Voilà. Et ensuite, il y a une généralisation aux autres enquêtes, et notamment celles qui utilisent le tronc commun des ménages à l'INSEE. Il y a un gros morceau, c'est l'enquête de recensement, là où les contraintes sont fortes, et donc du coup, les perspectives d'avoir des données au niveau détaillé de la profession rénovée, puisque tous les autres agrégats qui utilisent la CS, ça sera possible assez rapidement. Donc ça, c'est un peu plus lointain pour deux raisons. Une première raison, c'est que les enquêtes de recensement, en fait, c'est des enquêtes annuelles et qu'il faut compiler 5 années pour pouvoir disposer d'un recensement complet. Voilà, donc là, le scénario le plus optimiste à ce stade, ça serait de commencer en 2023. Donc du coup, au bout de 5 années, c'est 2028. Pour avoir les données le plus rapidement possible à disposition. Et l'autre élément assez conséquent, c'est que dans le recensement, il y a encore une grosse partie qui se fait sur questionnaire papier, donc sur lequel on ne peut pas appliquer ce protocole. Donc il faut réfléchir à des outils de codification ou en tout cas actualiser les anciens. Voilà, donc il y a un travail assez conséquent à faire, sachant que la volumétrie qu'il y a derrière, hein, donc le recensement, c'est 1,7 million de libellés de profession qui sont collectés. Quand il n'y a pas de codification automatique, c'est des gestionnaires qui font de la reprise manuelle, et donc là les contraintes budgétaires et de moyens humains fait qu'on ne peut pas trop partir à l'aventure là-dessus, donc il faut avoir des garanties sur le taux de reprise qu'on va envoyer aux gestionnaires. Voilà, donc ça les travaux vont être lancés pour affiner toute cette partie de mise en œuvre dans le recensement. Un point pas évoqué ici, mais comme Antoine en a parlé, tout ce qu'on appelle la PCS ESE, qui est la PCS entreprise, qui est celle qui est dans les DADS, qui est celle qui est dans la DSN maintenant, elle est hors de ce projet de rénovation. Évidemment, le projet de rénovation, il ouvre des perspectives, et puis on voit bien que toute cette phase là de collecte sur liste avec un moteur de recherche, ça devrait intéresser les entreprises, et donc il y a une réflexion qui a mené autour de cela, mais c'est pas à ce stade lancé, et on n'a absolument pas de calendrier par rapport à ça. Voilà. Et puis, concernant le site internet, ça pourrait démarrer à partir de 2020. Voilà, je vous remercie.